off for now. Everyone could shut their mic off and we'll get Stéphane Rémira to start things up. Welcome everybody, bienvenue. Merci beaucoup, Paul. J'apprécie de voir autant de monde participer à notre webinaire. I'm really glad to see everybody here. So it's interesting. I recognize many faces. Some of them were contacted directly by me. That's nice to see you. Yeah, so today we will have an interesting webinar about how to transform our website or to optimize our result with the public in this context of pandemics. Well, it might be a strategic instrument to save our business or to reach our clients. It was previously in the other webinar we had 2 weeks ago. So we try to find solution through this webinar. Today we'll have Greg Golka from Affinity Credit Union. He'll talk with us about different instruments Affinity Credit Union is offering for the merchants and what solution could be the best way to get transaction through the internet, through our website, and all the options available. And then we'll have Jennifer. Jennifer is going to present you different options. How can we optimize our website and to make sure we have a better impact on the internet and social media? I think these are two really basic topics, but it's important because for many people, many small business, it can make a difference. So I will just give the chance to Greg to start on that. I will give him 30 to 45 minutes. So it will include eventually question from the people once Greg has finished to make his presentation. So Greg, it's your turn. Great, thank you. I just want to kind of give maybe a brief overview on Affinity Merchant Services. So our department was designed about 10 years ago to set up businesses to accept Visa, Visa Debit, MasterCard, MasterCard Debit, American Express, Discover, and Interac. And so we've been around for about 10 years. We're the only credit union that actually does this in Canada. And we, just so you're aware, when we do transactions through any of our systems, we can deposit to any financial institution. So it doesn't have to be Affinity Credit Union. It can be any FI. So we work directly. There's only 7 processors in Canada that do processing really, and that's the one that we pair up with is Global Payments. So they have, and the reason we do it is because of their product suite, and they allow us actually to intervene, and we can act on the customer service end. Whereas most of the other processors, you just dial into a 1-800 number and talk to someone on the other end wherever they are. So I kind of just wanted to, there's a lot of different options a person can do for card not present transactions, which I think is mainly what we're talking about here. So I'll just kind of give you a basic view of what we have and then kind of touch or maybe expand a little bit more on 2 of the main options that I think are more relevant to you. So we actually have like a standalone terminal, like the one like you see in regular stores. Those ones plug into the internet or telephone, but they can do, you can manually punch transactions into there. So you can manually punch a credit card number into there. One thing to note is anytime you take stuff over the phone, you have to remember you can't take Interact. It's always Visa, Visa Debit, MasterCard, MasterCard Debit, American Express, or Discover. So this one you can punch the transactions into it, or you can actually accept the transaction in person where you insert the card into the terminal. As well, we have a short-range wireless terminal, which works the same as that, but it works by Bluetooth. And that one as well, you can manually punch credit card transactions into it. Well, we have a long-range one, which works off cellular towers, so it works anywhere in Canada. And again, one thing I should mention about it is when you can actually take a credit card in person, your fees are lower. Anytime you take a credit card number over the phone or the internet, you get charged a higher rate because you're bypassing the chip on the card. Visa and MasterCard charge more for those transactions. So we also have the 2 main ones I'd like to touch on for you are
what's called the virtual terminal, and the other one's called the RealX e-commerce and virtual terminal. So the actual virtual terminal, what it is we set you up for global payments. After an application is processed, they set you up so you go onto a website. On the website, people will actually phone you, or they will email you their internet or their credit card number. You manually enter into into your computer from a website, and you process the transaction that way. Now, with that, you actually get reporting, so you can see all the reporting, and as well, you can set up people for if it's recurring billing. So if someone had the same amount every month, it was $20, $20, $20, you can set that up on that, and that'll do that as well. So that's basically on the computer, you manually enter everything that a person gives you when they give you the credit card transactions. Now, you won't be able to do Interact on there, but you will do Visa debit and MasterCard debit. So that's the basic one. That is $15 a month and 15 cents per transaction for that option. The other option is RealX e-commerce and virtual terminal. So it does the virtual terminal as well as it sets you up for e-commerce. So you set up, it sets you up with everything. You have your web page, whoever you have, we integrate it with the web page. It's very simple to do. And the web page we do actually sets up what's called the gateway. And depending on which shopping cart you want, there's a whole pile of shopping carts, and depending on what your web processor likes to use, that's all integrated together. When people try to pay you, they go onto your website, they pay, they enter all the information onto the web page, and you process it that way. But if, for instance, you want to do some type of return, or someone doesn't want to give you their credit card number through the website, you can still go back to the virtual terminal method on your computer and enter that stuff or do a return that way. So I'm not sure if that's more of what you're looking towards or not, but that one there is $25 a month and 15 cents per transaction. Now, what I will mention is a little bit about the credit card rates and the way credit cards work. So credit cards in Canada, Visa and MasterCard charge a base rate. But as I mentioned before, when you take it over the phone or the internet, they actually charge what's called a non-qualified fee. So they actually charge you more because you're bypassing the chip on the card. As well, they charge more when you accept rewards cards, corporate cards. And if you accept a corporate or rewards card over the phone, they charge you more because you're doing two of those things. So typically I find the rates for that are about 0.3% to 0.5% higher than the base rates. And typically the base rates, I'm saying they do change a bit, but right now our base rates, we're doing Visa's at 1.46% and MasterCard's at 1.40%. So that kind of gives you an idea of what kind of range you're at. I usually tell people if they're accepting online to kind of expect transactions to be around that 2% range, because by the time you add everything else in, but your rate will vary. Every month it will be different, because unless you accept the exact same cards, the exact same amount every month, you won't have the same credit card rate every month because it varies. Couple things that I also should mention to you about accepting credit cards now. Since the COVID virus here, Visa and MasterCard have kind of cracked down on a few businesses that they don't like to do anymore. Some of them I would say are anything with future delivery or anything that requires deposits. So an example would be airlines, where you pay in advance for an airline ticket, and what happened was, say, Air Canada and everyone else, everybody wanted their money back after. So they don't like doing those types of transactions because they're really worried about people not getting their money back. Another example would be a fitness club. Maybe you pay a year in advance for a fitness club. If that fitness club goes under, they've got to give their money back. So there's those types of ones are harder to get approved. I won't say they won't approve them, but they're very difficult, more difficult to get approved. The other thing that the credit card companies look at is they will look at your credit rating or the company's credit rating. If that's bad, they may not approve you for accepting credit cards. So here's a couple, or I shouldn't say a couple, but here's several businesses that I just received an email and said are going to be very difficult to do right now because there's been
a lot of problems in the financial industry on them, were events, conferences, summer camps, ticket sales, concerts, furniture, flooring, campsites, spas, gyms, and travel-related businesses like airlines and cruise lines. So just to kind of give you an idea of some ones that are going to be tougher to get approved. What else can I tell you? Those are kind of the basics on what we have to offer for credit cards. I'm not sure if that's more information or less than you'd wanted. It usually takes about 10 days to get set up once I get all the information. So that's kind of the overview on it. I'm not sure if Stefan, I thought I had emailed you the copies of the virtual terminal and the RealX e-commerce in that as well, right? Yeah. You sent it to me. Do you want? I'm not sure if that's the information you're looking for from us on as far as credit cards go, or. Yes, some of these information were interesting, especially the one that was related to the transaction to the website and stuff like that. We found it really interesting. Don't remember the name of this system, because you had you sent me two different kind of files. Yeah, that would have been the virtual terminal and the RealX one. So the e-commerce one would need your web page design integrated into it. It's very simple to do. Do you have these files with you? Sorry? Do you have these files with you? Do I have I don't have them on this computer, this one here. Okay, because we could share it on the computer. Yeah. So that's kind of the basics. When you're accepting stuff over the phone and the internet, there's actually more risk involved because it's more difficult to prove who's using that credit card on the other end. And I know that they quite often ask for the 3 digits on the back of the card, but I mean, if someone's ever had hold of your card, they could quickly see those as well. So, it is a little higher risk. The credit card companies do it. And really actually quite slow in adopting a lot of the e-commerce stuff. It's a little high, but there's lots of other options. Again, if you accept credit card in person, you always save yourself some money, and you can accept Interact, which is only 6 cents a transaction as opposed to a percentage. But there's a lot. I kind of went through a lot of things fairly quick. There's probably a lot of questions, I would assume. I'm not sure what you had or you had wanted during that. I think we can just let the people ask you questions if you ready. Sure, yeah, absolutely. It's probably there's probably a lot of questions out there. So is there anybody interested to ask question to Greg? Vas-y, Cécile. Okay. Hi, Greg. It's Cécile Tkachuk. We talked about the system and we did sign on for La Coopérative des Publications Françaises. Right. Now, I was wondering, and this is just a general question, what the difference is between, because if you've got a smaller volume, the difference in pricing between something like Square and this system, like the virtual terminal. Okay, I'm not sure what the Square stuff is, but I know that the rate is usually typically higher. And the last time I looked at Square was, I think they had an extra device that you added on the side for doing Interact. Was a kind of a tap device, which only do up to $100 per transaction. But their actual device, I don't know what their cost is on that at all. But it is kind of a totally different system, where this is the virtual terminal. You're just going onto a website and you're just manually entering stuff, right? Yeah. How about the security issues between the two systems? Well, anytime you swipe a card, again, you're not reading the chip, so therefore you're I won't say violating, but Visa and MasterCard in March of 2011 said if
if you bypass a chip on the card, they're not going to back you any bad transactions with this Square. So, but as well with this system, you're not reading the chip either, right? Right, So, exactly. yeah. Okay. Have a system that's like the Square. It's called a mobile pay, but it works by Bluetooth to your smartphone, and it'll do all the credit cards and debit card, but it actually reads the chip on the card, so it doesn't attach right to your phone. And that one I think is $15 a month for that one. But the rates are higher. It's at 2.65%. But it does read the chip. Yes, it does. Yeah, ours does. Yeah. Okay. Even, but how about by, that means you only can do transactions like in person? That one, we will be able to do transactions over the phone, or on, well, if you took a payment from an email or whatever, it'll be able to do that. They're saying July, but usually their dates are a little bit late on that. Okay. Our old one, which was similar to this, you were able to enter transactions on it manually. This one here, the new one that just came out in January, they haven't put that in yet, so they're just getting it certified for that. So. But it's also a monthly service, right? That one is $15 a month. Yeah. Yeah. Okay. So Thanks. it's the same price as your virtual terminal anyway. Exactly. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excuse, Cécile. I have a question for you, Greg. I have a client of mine. She's working through PayPal. What do you think? She's a craft person. She's a jeweler. She doesn't have a huge amount of sales per month, but that's the way she made it. What do you think about this service? Well, usually PayPal usually keeps your money longer, right? Because what they're worried about too is they have to be able to cover if there's any chargeback. So if someone phones up and say they didn't authorize that transaction, they have to be able to give their money back. They tend to move around a little bit on the rates. The rates may be a little bit higher, but it all depends on how many transactions they're doing. Is it going to justify the $15 a month for a virtual terminal, right? Yeah, because you don't have a big volume of selling per but seems for her it seems to work really well. If it's not online, if she's doing a lot of crafts, I would go with our mobile one that works with a smartphone, because at least it just runs off your cell phone, and then you can take credit cards and debit card in person. Okay. Yeah, good. Anybody else? Apparently you were pretty clear for everybody. I just have a question. Right at the beginning that you talked about the virtual terminal, which is through a website, but what was the one before that? Well, there's a virtual terminal, or there's one called, it's actually, the company is RealX, so it's called RealX Virtual Terminal, or the other one's called the RealX E-commerce and Virtual Terminal. So the virtual terminal is just entering it onto a website. You manually enter it on. The e-commerce virtual terminal allows you to set up so you can accept payment on your website, but also allows you to do the virtual terminal actions as well. Okay, okay, thank you. For those interested to know more about the products Affinity Credit Unions is offering, you can call us and we will just send you the information Greg sent us about these two services. So, yeah. Anybody else having a question? Marguerite, on t'entend pas. Okay, sorry. Could you just share the information Greg sent with all the participants? Yeah. Yeah, okay, thanks. Sure, and I have no problem if someone has any questions, if they want to call me and ask me. I have no problem with that either. So. You still have 11 minutes if you want. That's all I got, man. Okay.
So Jennifer, That's are me. you ready? I'm ready. Good, good. Let me just share my screen. All right. You should be able to see it now. Is it working? Yep. Perfect. Excellent. Donc, everyone understood that I do speak English as well. So if you have questions in English, don't hesitate. Although this presentation is going to be in French, I was asked to do it in French. So we're going to switch over. Bonjour tout le monde. Je vais parler en français, mais comme je disais, je vais accepter les questions dans le fond dans les deux langues. Là. Soit au cours de la présentation, vous pouvez les écrire dans la petite zone de chat ou bien à la fin, là, verbalement, comme on vient de faire. Ça me fait plaisir d'y répondre. Puis je vous donne aussi mes coordonnées si jamais vous avez d'autres questions. C'est sûr qu'en 30 minutes, 45 minutes, c'est très rapide là, de parler d'optimiser le web parce que le web, c'est très grand. Il y a les réseaux sociaux, il y a le site web, il y a vraiment toutes les plateformes de marketing. Puis bon, chaque plateforme, on pourra en parler pendant une journée entière. Mais je vais quand même... Stéphane m'a demandé, dans le fond, là, de vous présenter mes meilleurs conseils pour optimiser votre site. On va parler un petit peu des réseaux sociaux, mais surtout le site, pour que, sans nécessairement avoir recours à des programmeurs ou à quelqu'un, vous soyez capable juste d'optimiser ce qui est déjà là pour en tirer le maximum, idéalement, de vente. Si vous avez déjà une boutique, si jamais la boutique n'est pas présente, ben c'est pas grave non plus. On peut optimiser nos ventes par courriel et tout. Il n'y a pas de boutique transactionnelle comme telle. Et c'est toujours bon d'avoir un site web et des réseaux sociaux à jour. Donc, on va voir quelques petits trucs. C'est rien de sorcier, je n'ai pas réinventé la roue, mais je vais vous parler aussi d'un projet que je viens de faire en analyse justement des actifs web. Puis, souvent, on oublie la base. On est tellement concentré à mettre en place une super boutique ou à faire des nouveautés qu'on oublie de vérifier les petites informations. Vous allez voir que ce que je vous dis, c'est juste des petites choses à vérifier qui peuvent faire toute la différence sur une vente potentielle ou pas d'un client. Fait que moi, je vous parle du point de vue visiteur sur votre site. Pour vous mettre un petit peu en contexte, je vais commencer par vous dire qui je suis. En fait, je suis Jennifer Doré-Dallas. Donc, j'ai commencé dans le monde du web comme blogueuse en tourisme. Donc, je suis du Québec. Je suis sur la rive sud de Montréal. Puis, j'ai fondé Moi Soulier, qui est mon blog voyage. Au fil des années, je me suis spécialisée vraiment dans tout ce qui était réseaux sociaux, web, tout ce qui se passe en ligne, c'est vraiment ma spécialité. Puis, j'ai fondé Voyage numérique avec une associée où on fait de la consultation dans le web. Donc, aujourd'hui, je vous parle plus avec le chapeau de voyage numérique que le chapeau de blogueuse voyage, parce que de toute façon, en ce moment, vous vous en doutez, la blogueuse voyage est pas mal pognée chez elle. Donc, je vais vous aider un petit peu, comme je vous dis, avec votre site web, mais si vous avez des questions aussi reliées à ça, ça va me faire plaisir d'y répondre quand même, là, si ce n'est pas nécessairement directement avec le web. D'abord, un petit état de situation du web. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe au Canada sur les réseaux sociaux, sur les sites web. Les chiffres de 2019 disent que 67%, fait qu'on peut quand même dire là, le 2/3 des Canadiens ont des comptes sur les réseaux sociaux. Et un Canadien moyen passe 5h51 en ligne par jour. Moi, quand j'ai vu ces statistiques-là, je les ai revalidées à peu près 12 fois parce que j'étais comme, c'est pas possible que quelqu'un passe 6 heures en ligne, 2 heures sur son téléphone ou sa tablette, presque 4 heures sur son ordi, puis 2 heures sur les réseaux sociaux. Mais c'est effectivement des chiffres qui sont bons, qui viennent de sources sûres. C'est certain qu'il y a des gens qui passent du temps sur Internet pour le travail, mais là, dans cette optique-là, c'est vraiment tous les Canadiens confondus. Donc, vous imaginez que votre présence web est très importante. On a parlé là, d'achat et de transactions, mais juste d'y être, c'est vraiment crucial. On ne peut plus laisser passer ça. Aujourd'hui, vous vous en doutez. Mais je voulais quand même appuyer un petit peu plus sur le clou pour vous le montrer. Juste avant de passer à la prochaine diapo, en moyenne, il a 8 comptes. Quand on dit compte, c'est par exemple un Facebook, un Instagram, je sais pas moi, Snapchat ou TikTok, ou en tout cas un compte sur les réseaux sociaux. Fait que les gens en ont en moyenne 8, ce qui veut dire qu'il y en a probablement qui en ont une bonne 30, 40, cinquantaine, puis d'autres qui en ont juste un comme Facebook. Fait que c'est très varié là, chez les utilisateurs, mais on peut quand même dire qu'il faut aller chercher une petite seconde d'intérêt dans un 6 heures en ligne. Fait que c'est quand même plus
optimiste, à mon avis, quand on voit tout le potentiel de les accrocher en ligne avec la publicité ou avec vos sites web, vos achats, vos produits. Fait que c'est quand même pas si dramatique que ça en a l'air d'attirer l'attention des gens sur le web. Je vous ai parlé tantôt d'un projet, ça va vous mettre un petit peu en contexte aussi de comment Stéphane et moi on a parlé de ça. J'ai fait un projet avec la Société des économisés du Québec. En fait, je travaille régulièrement avec eux pour Voyage numérique pour les aider dans leur stratégie web, mais là est venu le 13 mars, je ne sais pas c'était quelle date en Saskatchewan, mais en tout cas ici, le 13 mars, confinement est arrivé et ce fut une crise, comme on le voit sur les images, là, on ne savait plus trop où se lancer, qu'est-ce qui arrive. Ceux qui n'avaient pas de boutique en voulaient une pour le lendemain. Ceux qui en avaient une n'étaient plus sûrs que ça marchait assez. Là, c'était fermé, pas fermé. On a-tu le droit de faire des boîtes? On a-tu le droit de poster? La poste va-tu arrêter? C'était le bordel. Donc, la Société des économisés, Carl-Éric, m'a demandé de faire une analyse, un projet COVID, finalement, une analyse des actifs web des différents économisés du Québec. Fait que ça, c'est des artisans, des producteurs, il y en a dans l'alcool, il y en a vraiment dans toutes les sphères. Fait que chaque réalité était très différente. Je veux dire, une chocolaterie qui venait de perdre la plus grosse saison de Pâques versus quelqu'un qui ne peut pas shipper de l'alcool versus quelqu'un qui vend du fromage localement. Tout le monde avait des réalités vraiment différentes. Et ça m'a permis de leur donner des conseils personnalisés, un à un, puis des recommandations par la suite dans un rapport plus détaillé sur leur site web, leurs réseaux sociaux et leur boutique. Donc, vraiment en les prenant, en les analysant. Je vous raconte pas ça pour vous donner mon pedigree, mais plutôt pour vous dire que j'ai passé beaucoup d'heures ces dernières semaines à analyser tous les sites, les boutiques, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui peut améliorer, mais dans une perspective de rester réaliste, c'est-à-dire qu'on n'a pas refait des sites web en 24 heures, on n'a pas refait des boutiques. Fait que les conseils que je vais vous donner, c'est justement des conseils vraiment, des constats que j'ai faits et aussi du passé, là, des informations que j'ai sur ce que vous devez vraiment faire attention pour optimiser votre boutique sans nécessairement réinventer la roue. Je m'arrête juste pour vous demander, m'entendez-vous bien? Oui, Oui, mais petit parfait. détail, C'est bon. si jamais tu voulais résumer des fois tes sections un peu en anglais pour que OK. nos amis d'expression anglaise puissent suivre un peu. Il n'y a pas de problème. Je suis very bilingual. I did a project for the Économisé in Quebec. So there's basically, producers, whether it's food, alcohol, different museums. It's very different boutiques, and they all have little eco museums. And 13th of March arrived, and everyone was wondering, are we going to survive? I don't have a shop. What am I going to do with my online presence? So the réseau, the network of Économisé, asked me to do an analysis of their websites and their social media to see what was going on, who had what could we do, and how we could help them take advantage of what they already have and also optimize what they could be doing. But all that in the optics of staying real, because obviously no one had the budget to suddenly create, the biggest website ever. So that's where I get the tips and tricks I'm going to give you in the next few minutes from analyzing tons and tons of sites and social media. So, ready to go? On repasse en français avec optimiser son marketing malgré les circonstances. Moi, je suis, oui, consultante, oui, en agence, oui, marketing web, mais je suis très terre-à-terre, très terrain. Pour moi, c'est pas... on essaie d'optimiser ce qu'on a, puis on essaie de travailler tranquillement selon les budgets des personnes. Puis je crois beaucoup qu'on n'est pas toujours obligé de faire un nouveau génial site web, puis un nouveau boutique qui coûte une fortune pour se débrouiller et faire de l'argent. Je crois beaucoup au système D, puis c'est comme ça qu'on aide nos clients aussi. Fait que, tu sais, je ne vous présente pas justement des choses à refaire complètement aujourd'hui. Je commence, dans le fond, juste pour vous faire réfléchir avec des petites questions. Puis je pourrais, Stéphane pourra vous envoyer là, la présentation, ça va me faire plaisir de vous la remettre pour que vous puissiez retravailler les questions là, tranquillement. Mais dans un premier temps, avant même de penser d'optimiser un site ou d'avoir une boutique ou de vendre plus, on oublie de se demander pourquoi on fait ça, puis pourquoi on est hot. J'ai dit, qu'est-ce qui est le plus hot chez vous? Bien, c'est une question qu'il faut que vous vous posiez en ce moment beaucoup pour savoir, bien, qu'est-ce qui vous distingue
en ce temps de crise? Est-ce que vos produits sont essentiels ou pas? Est-ce que vos services peuvent continuer ou pas? Qu'est-ce que vous faites dont vous êtes fiers en ce moment? Puis c'est quoi qui vous différencie des autres? Avant même de penser à le marketer, il faut que vous sachiez où taper en ce moment. C'est important de se poser ces questions-là parce qu'il y a beaucoup de sentiments d'imposteur aussi là, sur le marketing en ce moment. On se dit, ben là, tu sais, je sais pas, moi, je veux vendre des trucs de verre soufflé, personne n'a besoin de ça en ce moment, je ferai rien, je vais juste silence radio, je vais attendre sa part, puis je vais survivre sur mes économies. Mais c'est pas nécessairement ça l'idée, c'est juste de dire qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je peux faire différemment puis intelligemment en ce moment, que ça soit par exemple, ben moi je vais miser sur la fête des mères, là, ça va être par exemple pour les chocolateries, c'était Pâques ou... Fait que il y a quand même plusieurs choses que vous pouvez faire sans nécessairement être un besoin essentiel, mais il faut se poser les bonnes questions et c'est souvent ce qu'on oublie de faire en situation de crise quand on est en train de s'arracher les cheveux complètement. So these are just a little bit of, basic questions to ask yourself before you start getting into, marketing. You have to know what you're going to market, especially now it's important to see what you're doing differently and what people don't know about you or don't know that you're doing right now and you're really proud of. So it's important to get those questions out and answer them. I will be giving the slides, so if, whether if you're not too familiar with the French or want to read them quietly or answer the questions later, you'll be getting them from Stéphane. Une fois qu'on a répondu à ces questions-là, il faut les montrer. Montrer les résultats, les réponses que vous avez eues. C'est là souvent où on n'ose pas parce qu'il faut se vanter. Et quand on a une entreprise, on n'ose pas se vanter. C'est pour ça où souvent, quand on a un consultant ou quelqu'un qui le fait à notre place, ah ben là, c'est correct. Mais quand c'est nous, on n'ose pas. Mais je vous dirais que en répondant à ces questions-là, en demandant à vos clients, en regardant ce qui revient dans vos commentaires aussi, mais se vanter d'une façon concrète, c'est tout à fait légal. C'est ça du marketing, c'est ça le produit. Puis personne ne va vous trouver bizarre de le faire, mais il faut le faire. Puis c'est même avant là, d'optimiser un site web, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant. En ce moment, la chose que je vois le plus souvent qui est mal faite, c'est les heures d'ouverture, de fermeture, les informations à jour par rapport au COVID. Que ce soit sur votre site web, que ce soit sur votre Google My Business, sur Facebook, partout où vous avez l'information sur vos ouvertures et ce qui se peut et se peut pas chez vous, mettez-le à jour absolument. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire normalement, mais de nos jours, c'est encore plus important. Et si vous les avez mis à jour, mettons, en mars, disant, ben on n'est pas ouvert, mais on peut, republiez-le aussi régulièrement. Parce que moi, quand je vois quelque chose, là, j'ai mis l'exemple de 2018, mais tu sais, quand j'arrive sur une page, puis je le vois pas en haut du site web dans une bannière ou je le vois pas dans un texte, ben je me dis, sont-ils ouverts? Sont-ils fermés? Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'assurez-vous d'actualiser l'information régulièrement parce que ça change tellement vite ces temps-ci, puis surtout, tu sais, de province en province, si vous faites affaire ailleurs aussi qu'en Saskatchewan, ben ça change vraiment, vraiment rapidement. Fait que mettez les informations à jour et regardez ce qui marche encore. Si vous avez Google Analytics avec votre site, si vous ne l'avez pas, je vous suggère très fortement de l'avoir pour voir sur quelle page de votre site vont les gens, d'où ils proviennent, où ils s'en vont, qu'est-ce qui les fait partir. Déjà, en ayant cette information-là, vous allez être capable de voir que, OK, en ce moment, ça marche plus. Si ça marche, comment je peux optimiser ça pour le vendre mieux? Fait que vous vous concentrez sur ce qui marche réellement, puis vous économisez du temps en laissant tomber ce qui, mettons, pendant la pandémie, ne fonctionne pas du tout. Déjà, ça peut vous aider à vous aiguiller si vous n'êtes pas trop sûr où vous en allez avec vos skis, comme on dit. Est-ce que vos produits sont tous appropriés? C'est-à-dire, est-ce qu'en ce moment, il y a des choses qu'on ne devrait comme pas penser de vendre, là, des jeux de groupe ou des choses qui demandent des rapprochements, bien, ce n'est pas le temps de les vendre. Est-ce qu'il y a des forfaits ou des ensembles qu'on peut créer? Est-ce qu'il y a des partenariats qu'on peut faire aussi, soit avec nos voisins ou avec des collaborateurs ou même d'autres entreprises complètement différentes pour créer des boîtes surprises? Vous m'excuserez, là, je ne suis pas une spécialiste de votre coin de pays, mais des
boîte surprise de la Saskatchewan aux saveurs de telle région. Fait qu'il y a moyen de faire des trucs qui vont vous aider à mousser de nouveau des produits que vous avez déjà faits d'une façon différente avant même de penser là, à la plateforme pour les vendre. C'est sûr qu'on fait le focus sur les produits essentiels. Quelqu'un qui vend de la farine, en ce moment, il fait fureur. Celui qui vend le savon aussi. Le chocolat, un petit peu moins. Mais on est comme rendu à un point aussi maintenant, c'est ce qui est différent du début de mon mandat avec les économisés, c'est que en ce moment, on est rendu qu'on veut plus du chocolat que du savon. Fait que ça a comme un peu changé. Fait que vous pouvez profiter aussi des plaisirs incontournables, là. Les choses qui rouvrent, les trucs de barbecue, le soleil, la plage, le plaisir, ça revient, l'été arrive. Fait qu'on peut changer un peu le focus qui, dans les premières semaines, était seulement des masques et des produits pour stériliser. Fait que c'est quand même une chance qu'on a là, que ça progresse pour ça. Attention aux informations automatisées. On a, quand on a une boutique en ligne, quand on a un site web, beaucoup de courriels ou de confirmations ou de plateformes qui font des choses d'elles-mêmes. Fait que faites attention de vérifier que tout est à jour. Je m'explique. Vous avez changé vos prix de seuil de livraison, par exemple, livraison gratuite pour X $, mais votre message de confirmation, il dit l'inverse. Ça, un client qui a vu livraison gratuite, mettons, puis qu'ensuite il voit c'est 75 $ et plus, il va dire « Ah! » Puis au lieu de juste comme continuer, il risque d'abandonner. Ça, c'est une vente perdue pour vous. C'est un petit détail, là. C'est vraiment juste une chose que vous n'avez pas pensé de mettre à jour. Mais essayez de recréer votre panier régulièrement, au moins une fois par mois. Faites comme une fausse vente sur vos sites pour voir ce que les gens voient également. Les informations de livraison en ce moment, c'est en gros, bold, souligné, en haut du site web, comment c'est posté, en combien de jours, est-ce que c'est Post Canada, est-ce que c'est UPS? Les gens veulent savoir ça parce qu'il y a des délais monstrueux partout. Puis, tout le monde donne la livraison gratuite en fonction d'un certain montant. Fait qu'ils veulent le voir tout de suite et non seulement au check-out de votre boutique. Fait que ça, je pense que c'est vraiment important de le mettre sur la première page du site, bien, au moins de la boutique, là, pas nécessairement sur votre homepage, de les mettre très en évidence et de mettre à jour ces détails-là régulièrement. So if there's one thing to do on your homepage in regards to your boutique is to really put the information out there, because right now people want to know what's the delivery schedule, what are you using, how long is it going to take, is the delivery free or is it over, $75 or $50? It needs to be on the first page of your shop so people really find out right away, because that's where the competition is right now, is what's cheaper and what's going to get here faster. And you don't want to compete with Amazon. I mean, you're already competing with them. So in this, times of local buying, make it clear, make it really easy for people to see it. Focussez aussi sur votre infolettre. Là, c'est pas nécessairement le site, l'infolettre, mais si vous n'avez pas déjà une newsletter en place, c'est peut-être pas le temps d'en créer une pour vous créer de la job. Mais si vous en avez une, tapez sur le clou de l'infolettre. Mettez des formulaires de sign-up partout sur votre site. Rappelez-le dans vos réseaux sociaux que vous en avez un. Dites-leur pourquoi c'est un avantage d'être sur votre infolettre. En fait, pourquoi c'est si important, c'est que, à part votre site web, c'est la seule chose qui vous appartient. Vous avez une page Facebook, vous avez un compte Instagram, vous avez plein de choses, mais ça ne vous appartient pas. Demain, Facebook ferme, vous avez perdu tous vos abonnés. On le voit là avec les changements d'algorithme. Fait que votre liste d'envoi, c'est votre seule propriété, vos seules comme données qui vous appartiennent. Fait que c'est vraiment important de les mousser avec le temps aussi. Là, je sais que je passe très vite sur tout ça, mais si vous l'avez déjà en place, ce sign-up-là, optimisez-le vraiment sur votre site. Et pourquoi pas donner des avantages en temps de pandémie que vous n'aviez peut-être pas, ou est-ce que, par exemple, vos abonnés à l'infolette ont un privilège, ont droit à des produits avant, ont droit à un rabais. C'est pas toujours une question de donner des rabais, mais c'est plutôt une question de donner quelque chose de différenciateur, un avantage pour les gens de votre infolette. Le contenu, évidemment, quand on a un site web, on espère qu'il y a des bonnes pages, il y a du bon contenu. Retournez donc lire toutes les pages de votre site. Une fois qu'on l'a mis en ligne, notre site, on dirait qu'on l'oublie puis on n'y retourne plus jamais.
On y retourne juste quand un client nous dit que ça ne marche pas ou il y a quelque chose qui est plus bon dessus. Fait que là, un petit devoir que je vous donne, c'est d'aller lire toutes les pages de votre site puis vous assurer qu'ils sont encore à jour. Vérifiez vos descriptions de produits pour être sûr que ça ne dit pas n'importe quoi. Puis optimisez-les si vous avez le temps. Mais juste de retourner lire les pages, je vous garantis que vous allez avoir des changements à faire. Il n'y a pas un site qui, au bout de 3 mois, n'est pas déjà désuet pour quelque chose parce que dans un texte, quelque part, vous avez dit cette année au lieu de dire l'année en chiffres. Ou il y a toujours quelque chose qu'on peut optimiser. Puis ça peut faire la différence dans le sentiment que la personne a sur votre site qui mène à la vente. Fait que quand on veut vendre, c'est pas toujours le produit, c'est l'impression aussi sur le site. Fait que c'est important, là. Keep your things updated on your site. Go read all your pages. I'm giving you homework. Make sure everything is still up to date and optimize as much as you can. Les compromis sont bienvenus. Là, je vous dis, tu sais, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit optimisé, il faut que ça soit parfait. Mais en ce moment, vous avez la chance que si c'est pas parfait, c'est pas grave. Les gens sont ultra compatissants, ils savent que c'est un peu le bordel, tout le monde a dû se revirer très rapidement, créer des boutiques presque en une nuit. C'est pas important d'être parfait. Si ça fonctionne, c'est bon. Vous optimiserez tranquillement au fur et à mesure. Je prends l'exemple d'un des économisés, une fromagerie. Ils ont mis une boutique en place avec, justement, c'était Square, je pense, ou Squarespace, puis en 2 jours, ils avaient une boutique en ligne. Il n'y avait pas tous les produits, il n'y avait pas toutes les descriptions, mais ils pouvaient commencer à vendre. Puis au fur et à mesure des jours, leur employé rentrait tranquillement pas vite toutes les descriptions. Mais reste que quelqu'un qui connaissait ce fromage-là pouvait l'acheter, puis s'en foutait un petit peu qu'il n'y avait pas de description. Fait que tu sais, si ça fonctionne, go! On y va au plus simple. La perfection n'est pas obligatoire. Vous avez vraiment la meilleure période dans le monde en ce moment pour avoir la sympathie de vos clients. Sur toutes vos pages de site web, ça c'est vraiment ma mort là, en tant que fille des réseaux sociaux, assurez-vous que vos liens de réseaux sociaux fonctionnent. Vous voyez là, vos petits Instagram, Facebook, peu importe quel réseau vous êtes, là, s'ils sont sur votre site, déjà, bravo, étape numéro 1 accomplie. Il faut que ça soit sur toutes les pages, sur votre page principale, mais surtout que ça marche. Combien de fois je suis sur le bord d'acheter un produit, mais j'aimerais savoir s'il n'y a pas eu des démos ou il n'y a pas eu des clients qui ont partagé des photos. Fait que je veux aller voir Instagram, je veux aller voir le Facebook, je clique dessus, si ça ne marche plus, le lien est brisé, ou bien il n'y a tout simplement pas ce petit icône-là. Donc, assurez-vous là, vraiment que vous les avez et qu'ils sont fonctionnels. Always make sure your social media links are on your pages, on every page, and they actually work. And I say this and it seems so like, come on, Jen, you're really telling us, you know, like obviously they gotta work. But in 50% of cases in the analysis I did for the eco-museums in Quebec, they didn't work. So 50%, and I'm not joking, like, c'est vraiment 50% des cas des économisés, il y avait au moins une icône qui marchait pas. Donc vraiment, je vous dis ça, ça semble évident, mais c'est très, très important de les vérifier parce que maintenant, les gens vont chercher ce qu'on appelle le social proof. Fait qu'ils veulent aller voir si vous l'avez partagé, si d'autres gens en ont parlé, si vous avez des avis Google, des avis Facebook, dépendant aussi peut-être TripAdvisor selon ce que vous faites. Fait que c'est très, très important là, que les réseaux sociaux soient intégrés à votre site. Jennifer? Oui. C'est Paul du CCS ici. Il y avait une question de Simone. Demande, avez-vous des conseils pour les blogueurs? Oui, ben, je serais mal placée de dire non puisque j'en suis une, mais est-ce qu'on peut préciser peut-être la question? Dans quel sens? Si tu veux enlever mettre ton micro, là, tu pourrais demander qu'est-ce que tu veux. Oui, comme Jennifer, c'est comme un entrepreneur. Si je veux faire la publicité à propos de mon entreprise par un blog, est-ce qu'il y a des choses qui seraient plus pertinentes, des conseils, des choses à éviter, etc.? Bien, déjà, je dirais, s'il n'y a pas un blog déjà en place,
bien établir la structure de à quoi il va servir le blog, puis avoir une ligne éditoriale là, qu'on appelle, c'est un grand mot, mais bref, de savoir où on s'en va avec le blog, que ça ne devienne pas un peu tout et n'importe quoi, qu'on met des communiqués de presse, des nouvelles, des nouveaux produits. D'avoir vraiment une idée claire d'à quoi il sert le blog, puis de s'y tenir, parce que comme ça, on peut communiquer aussi aux gens, on a un blog qui sert à ça. Sinon, je dirais d'avoir beaucoup de visuels. Le visuel en 2020, c'est essentiel. Puis des beaux visuels. Mais quand je dis beaux visuels, là, ça ne veut pas toujours dire des photographes professionnels. Ça veut juste dire des photos pas floues. Tu sais, les téléphones, maintenant, les tablettes, on en a presque tous. Ils prennent de superbes photos. On est capable de les faire nous-mêmes. Mais un moindrement léché comme photo, comme look, c'est essentiel en 2020. D'avoir des vidéos de démos, par exemple, de produits. Fait que, un article de blog pourrait être d'aller plus loin dans votre description de produit. Pouvez-vous nous dire peut-être ce que vous vendez ou de quoi vous parleriez sur le blog? Ah, mais nous, on a une entreprise de décor intérieur. OK? Alors, c'est pas un produit comme tel, mais quand même, le visuel, pour nous, c'est important aussi d'avoir des photos de certains décors qu'on a fait, certains décors qu'on a envisagés, Cette slide-là, dans le fond, qui est à l'écran, va vraiment répondre. Ça prend des visuels exceptionnels, surtout que le design, c'est très tendance, ça change rapidement. C'est sûr que ça vous donne une plus grande latitude pour le blog parce que vous pouvez parler des tendances, vous pouvez parler d'un produit spécifique, vous pouvez parler, par exemple, d'une nouvelle installation que vous avez faite ou d'un avant-après. Vous pouvez parler de vos services. Fait que, en ne vendant pas comme un produit spécifique, mais plutôt un service, on a une plus grande latitude pour le blog, mais ça peut être dangereux d'avoir une plus grande latitude. Il faut rester assez concentré. Je voudrais qu'en ce moment, c'est sûr que c'est plus difficile, peut-être côté budget, les gens sont moins dans le décor intérieur, quoique ils sont tannés de voir leur intérieur. Là. Mais en ce moment, c'est plus de l'inspiration qu'il faut mettre de l'avant. Fait qu'on peut mettre, par exemple, des photos. Le réseau, pour vous, c'est vraiment Pinterest. Pinterest avec beaucoup de décors, de beauté dans une maison. Fait que vous pouvez faire, par exemple, des articles sur les top tendances pour les rideaux. Là. Je dis n'importe quoi, mais ça va être vraiment inspirationnel en ce moment, plus que, je dirais, concret, là, pour inciter les gens à commencer à mettre des sous pour ça ou à aller vers vous. Fait que, là, on a parlé de votre... Oui, allez-y. Mais merci, Jennifer, ça m'inspire énormément. Bien, plaisir. Si vous avez d'autres questions après, n'hésitez pas. Là. C'est sûr que tout le monde a du cas par cas, mais effectivement, là, pour être sur cette slide-là, peu importe ce que vous faites, les visuels, les photos, les vidéos sont vraiment, vraiment importants, autant sur le site web que sur les réseaux sociaux. Si vous êtes en mesure d'aller faire des nouvelles photos, par exemple, si vous avez fait une boutique un peu rapide ou vous n'avez pas des photos actualisées ou vous voulez faire un peu du staging de vos produits parce que vous avez le temps en ce moment de faire du staging, mais faites-en. Puis rajoutez des images à votre boutique, rajoutez par exemple, des tutoriels ou rajoutez des démos de qu'est-ce que ça fait le produit, comment on l'utilise. C'est quelque chose qui ne va pas de soi. Là. Design intérieur, ça va un peu de soi. Mais si on vend quelque chose qu'il faut un peu démontrer, ça vaut la peine là, de prendre le temps, peut-être qu'on a un petit peu plus, étant donné qu'il y a moins de visites, pour peaufiner la boutique, peaufiner le site web avec ça. C'est des contenus qui, oui, on les met là, puis on dirait que ça meurt, mais c'est pas obligé de mourir. On peut les repackager pour les réseaux sociaux. On peut réutiliser ces vidéos-là, on peut réutiliser ces images-là constamment en faisant des montages, en faisant, je vais vous parler d'un outil tantôt. Fait que, oui, c'est un effort de créer des visuels, c'est pas toujours notre force, mais on a tout un ami ou un cousin ou un étudiante ou quelqu'un qui peut nous aider avec ça assez facilement sans nécessairement avoir des photographes professionnels si on n'a pas le budget. Là. C'est sûr qu'on aimerait tous avoir des stylistes et des photographes, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. On va faire un petit brief des réseaux sociaux. Une des premières choses, j'ai pris n'importe quel exemple, mais c'est vraiment juste, encore une fois, un devoir. Allez voir vos comptes. Allez les regarder avec l'œil de quelqu'un d'autre. Est-ce que
les images sont belles? Est-ce qu'elles vous représentent? Est-ce que vous avez une bannière en haut? Là, je l'ai cachée avec le à propos, là, mais est-ce que votre image en haut, elle représente votre entreprise? Est-ce qu'on comprend en arrivant sur votre Facebook ou sur votre Instagram qui vous êtes? Est-ce que votre à propos est bon, détaillé? Est-ce que vous avez mis l'information qu'il fallait pour qu'en un coup d'œil, on puisse savoir on peut savoir qu'est-ce que vous faites. Allez peut-être changer votre bannière pour mettre quelque chose qui est un petit peu plus... ici, là, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais avec le fameux « ça va bien aller » puis l'arc-en-ciel, là, tout le monde a commencé à mettre des bannières d'arc-en-ciel, mais là, c'est rendu qu'il y en a trop. Fait que allez donc leur changer pour mettre autre chose ou essayer de garder ça à jour. Ça permet aussi de repopper dans les flux des gens sur les réseaux sociaux. Varier. On a parlé de vidéos, on a parlé de photos, mais sur les réseaux sociaux, faites pas juste partager des statuts en texte. Faites pas juste partager des photos. You really have to change it up. You need video, photo, links, just text statuses, but you really need to be different on your social media and keep it changed regularly so that the algorithm keeps you going and keeps you liked, especially on Facebook. Donc, c'est important pour l'algorithme de varier le type de publication. On peut faire des sondages, on peut faire des albums, on peut faire des vidéos, on peut faire des lives. Essayez de varier les différentes choses que vous faites sur les réseaux sociaux pour que vous restiez dans les bonnes grâces de l'algorithme qui est si complexe à déjouer. Vérifiez vos notifications aussi. On oublie de regarder qui nous a tagués, qui a parlé de nous, que ce soit sur Instagram, Facebook. Allez voir qui parle de vous, qui commente, puis répondez aux commentaires, répondez aux avis, répondez aux gens qui vous aiment. Particulièrement en ce moment, on se retourne vers une espèce de... On achète des gens qui touchent notre cœur, tu sais, que le produit ou l'histoire, l'humain, on l'aime en ce moment, on l'encourage. Fait que soyez humanisants dans vos réseaux sociaux. Laissez transparaître la personne derrière le service, derrière le produit. Montrez votre réalité en ce moment. Je vais prendre un exemple ici d'un acériculteur, donc quelqu'un qui fait du sirop d'érable. Il a raté sa saison, là. Il n'y a personne qui est passé chez eux pour sa saison. Mais il en a profité pour faire des photos puis des publications sur tout ce qui se passe chez eux à cette période-là. Parce que normalement, ils sont tellement dans le jus qu'ils n'ont pas le temps. Mais là, ils ont pris des photos, ils ont documenté les différentes étapes, ils ont partagé ça. On a pu suivre vraiment toute la saison avec eux sur leurs réseaux sociaux, alors qu'on n'a jamais le temps de voir ce back scene-là. Fait que c'est vraiment intéressant peut-être d'en profiter pour un peu think out of the box, sortir de ce qu'on partage d'habitude. On a le droit en ce moment de se permettre ces écarts-là. Si vous manquez de contenu parce que vous n'êtes pas ouvert du tout, vous êtes chez vous, mais vous n'êtes pas capable d'aller au bureau ou faire vos services, bien, regardez ce qui a déjà été produit à votre sujet sur les réseaux sociaux, puis demandez la permission de repartager ces images-là, repartager ces statuts-là. Fait que ça peut vous créer du contenu, d'aller chercher ce qu'on appelle le User-Generated Content, fait que les gens qui sont venus chez vous et qui vous ont soit tagué, ou soit pas tagué, mais vous allez trouver par hasard cette photo-là en faisant des recherches géolocalisées ou des recherches avec les différents hashtags. Ça vaut la peine, là, si vous manquez d'inspiration, d'aller voir ce qui existe déjà à propos de vous avant même de penser de créer autre chose. Un outil que j'utilise beaucoup et que peu de gens connaissent, c'est les Google Alerts. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à Google Alerts, un autre petit devoir pour vous, je donne l'exemple. Moi, je donne beaucoup de conférences, là, que ce soit comme aujourd'hui ou par rapport à des destinations voyage. Mon nom, vous voyez en gras ici, là, dans le bas, mon nom a été mis en Google Alert. Donc, chaque fois que quelqu'un me mentionne sur le web qu'il y a quelque chose de publié avec ce nom-là, bon, j'ai la chance de ne pas m'appeler Alain Tremblay, là. Mon nom, je suis pas mal la seule à le porter, mais ça m'envoie une notification courriel. Faites attention de ne pas mettre quelque chose qui est très, très commun. Je vais prendre l'exemple de mon blog qui s'appelle « Moi, mes souliers ». Bien, chaque fois que quelqu'un parle de Félix Leclerc, « Moi, mes souliers », je reçois une notification. Fait que c'est peut-être pas ça qu'on veut. Mais quand
on a un nom d'entreprise très, très, très précis, le Google Alert peut nous aider. Puis ça permet de savoir qu'on est dans le journal ou qu'on est dans un blog, quelqu'un a parlé de nous et de repartager. Donc, ça nous crée du contenu gratuit pour ça aussi et ça nous aide du même coup à marketer nos produits. Je vous ai dit que je vous donnerais un petit outil. Canva. Canva, si vous ne connaissez pas, c'est un outil gratuit en ligne, c'est canva.com. C'est comme le Photoshop pour les nuls. Fait que si vous haïssez ça pour mourir, Photoshop, comme moi, sur Canva, vous pouvez créer des visuels, des montages, des brochures, des affiches, des documents. Il y a une banque de photos gratuite, il y a des modèles que vous pouvez utiliser, il y a plein de polices, plein d'éléments. Moi, j'ai pris un cours de 40 heures sur Photoshop, puis 2 semaines après, j'ai découvert Canva. Fait que je ne me suis plus jamais servi de Photoshop. C'est vraiment génial. Puis on peut l'utiliser tout à fait gratuitement ou payer même pour acheter certaines photos si on le voulait. Je pense qu'il y a des questions. Je vais pop-up, ce sera pas bien long, on va aller lire. Canva, très pratique. Bon, je ne suis pas la seule à l'utiliser. C'est vraiment un très, très bon outil. Fait que des fois, nos clients, ils sont, tu sais, je veux dire, soit vous êtes spécialiste de votre domaine et non de votre marketing. Hein? Donc, il y en a qui disent, moi, je ne sais pas comment faire ça, ça ne m'intéresse pas. Fait que Canva, c'est vraiment un très, très bel outil pour faire ça. If you don't know it already, canva.com is a really good tool. It's like Photoshop for dummies. Not that I'm saying you're a dummy. I use it every day, so I'm proud to say I use that expression on myself. You can do, brochures, even website layouts. You could do photo montages. You have like different texts, elements, photos, little pop-ups, all kinds of things. You can even do like Instagram stories. So there's a million templates that you can use, and it's all free. So it's really, really practical if you're not, a Photoshop expert like I am, like I'm not. Like me, I use it every day. So, after this, je sais qu'on est allé quand même assez vite dans tout parce que je voulais laisser du temps pour des questions, que ce soit site web, réseaux sociaux ou liés en ce moment là, à des particularités de la crise, mais je voulais vous rappeler que vous êtes capable. Je mets ce petit bébé dans toutes mes slides parce que pour moi, c'est important de vous rappeler qu'en ce moment, c'est vous qui savez ce qui est bon ou pas bon pour votre entreprise. Vous savez, allez-y avec votre gut aussi. On n'est pas toujours la meilleure personne pour prendre toutes les décisions, mais dans un temps comme ça, c'est beaucoup une période de feeling, c'est beaucoup une période de est-ce que c'est à propos de dire ça? Est-ce que je devrais pas? On y va beaucoup avec le côté humanisant de la pandémie, fait que la logique et tout. Rappelez-vous que c'est vous qui connaissez votre entreprise et rappelez-vous les questions du début où on disait, c'est quoi qui vous distingue? C'est quoi qui vous rend hot? C'est quoi que vous faites mieux que la compétition? Ou qu'est-ce que vous faites en ce moment que vous pensez que c'est génial? Si vous avez complètement changé de cap temporairement pour vendre autre chose, vendre des masques, je ne sais pas, c'est correct. Changez votre branding temporairement aussi. Il faut y aller avec ce que vous sentez. Les conseils que je vous ai donnés vont aider les visiteurs à avoir une meilleure expérience client sur votre blog, mais reste qu'en bout de ligne, votre site, votre blog aussi, reste qu'en bout de ligne, c'est vous qui savez là, où vous en allez avec ça, puis qu'est-ce qui est possible. C'est correct aussi de lâcher un petit peu là, relâcher la pédale. Si ça ne marche pas en ce moment, puis il n'y a rien que vous faites qui marche parce que c'est juste pas un bon moment, c'est correct aussi de prendre un petit mojito sur la terrasse. Là. En tout cas, je me suis fait dire que vous n'aviez pas de soleil aujourd'hui. Moi, j'en ai en masse. Là. Mais c'est correct aussi de juste slacker puis de ne pas être en top vente. Mais évidemment, généralement, on veut vendre le plus possible. Donc, rappelez-vous qu'il n'en tient qu'à vous et on n'est pas obligé toujours de se compliquer la vie pour ce faire. Donc, je suis allée un petit peu vite. J'ai un bon début de parole. Fait que si vous avez des questions, ça me fait plaisir de les prendre, soit par écrit ou soit à l'oral. Pour les sites web, pour les boutiques, ça peut être plus précis aussi. Allez-y, je vous écoute. Il y a personne qui a des questions? C'est Sylvain ici, est-ce que vous m'entendez? Oui. Jennifer, dans ton expérience avec, puis là je reviens aux questions sur les blogs, les blogueurs, je sais que, je ne sais pas comment on appelle ça en français, là, mais il y en a qui ont plusieurs followers.
Puis je sais qu'il y en a qui signent des contrats d'exclusivité pour faire la vente de certains produits, surtout pour les gens qui voyagent beaucoup puis qui ont des contrats d'exclusivité avec certaines chaînes de restaurants ou certaines chaînes d'hôtels. Pour un petit entrepreneur ou pour quelqu'un qui n'est pas trop familier avec des blogs, est-ce que ça vaudrait la peine de faire un peu de recherche pour voir s'il y a des blogueurs qui seraient aptes à vendre les produits de nos entrepreneurs ou est-ce que c'est en termes de coût, est-ce que c'est cher? Parce que j'ai aucune idée en termes de qu'est-ce que ça peut rapporter pour un blogueur, puis surtout voir s'il y a du tracking, là, si un blogueur fait de la promotion pour un produit quelconque, voir si ça vaut la peine. Pouvez-vous me dire ce que vous vendez, ce que vous faites? Moi, je ne vends rien personnellement. Je suis un conseiller aux petites entreprises pour le CECS. Donc, j'ai des clients qui me demandent ces questions-là. Puis j'ai même une cliente qui aimerait commencer son propre blog aussi en termes de signer des contrats d'exclusivité dans le domaine du tourisme. Parfait. Je vais enlever, je vais essayer de comme remettre mon visage à la place. En fait, ça dépend beaucoup d'une entreprise à l'autre. Ça dépend beaucoup de est-ce que c'est quelque chose qui correspond bien à la niche de l'influenceur, là? Par exemple, quelqu'un qui parle de mode puis qui va soudainement parler d'un produit qui n'a pas rapport avec la mode, ça marche un petit peu moins. Les prix varient immensément. Nous, c'est ce qu'on fait à Voyage Numérique. On travaille beaucoup avec les influenceurs, on crée des campagnes, on fait du PR. Fait que c'est vraiment, vraiment là, le créneau. Généralement, il n'y a pas d'exclusivité. On a parlé, dans la question des contrats d'exclusivité, ça va être plus une entente pour X temps ou pour X service ou pour X échange. Moi, je vous dirais plutôt de déterminer, vous, c'est quoi votre budget, puis c'est quoi votre objectif, puis en parler ensemble avec un ou des influenceurs pour essayer d'avoir une campagne, un projet qui est original, qui est différent, puis de laisser la créativité à l'influenceur aussi, d'utiliser comme sa méthode de communiquer par rapport à votre produit. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'on envoie, par exemple, notre produit ou on fait tester notre service sans nécessairement qu'il soit désiré, puis on espère que les gens en parlent. C'est une méthode qui coûte souvent cher, à moins qu'on ait vraiment, tu sais, que c'est un produit pas nécessairement cher qu'on vend. Je vous dirais, en ce moment, c'est plus difficile, étant donné les circonstances, de passer le mot parce que les gens sont un peu tous, tu sais, à part cuisiner, là, il n'y a pas grande industrie, les influenceurs qui bougent beaucoup, particulièrement le tourisme, évidemment, mais règle générale, je pourrais dire à partir de 500 $, mettons, c'est un début de projet avec des influenceurs. Ça peut aller jusqu'à 50 000 selon la grosseur, le projet. Tu sais, c'est vraiment très, très, très varié. Pour une première collaboration, je dirais de cibler des influenceurs que vous aimez. Déjà, à la base, là, quand on les lit, quand on les suit, tu sais, on finit par reconnaître des gens qui ont déjà parlé de gens dans notre secteur. Puis, de leur parler, de leur demander leur tarif, de leur demander comment ça marche. C'est correct de ne pas le savoir. Tu sais, on fait souvent l'erreur de demander quelque chose, puis ça va insulter, dans le fond, au lieu d'avoir le résultat escompté. Fait que je vous dirais, faites juste, tu sais, mettons, moi, quand quelqu'un m'approche en tant que blogueur, je préfère qu'il me dise « J'aimerais travailler avec vous, j'ai aucune idée, comment ça marche, j'ai un budget de, je sais pas moi, 500, 1000, 200, 2000, qu'est-ce que tu peux faire avec ça, comment on peut s'aider ?» que de me faire dire « Je t'envoie un yogourt, puis je veux 12 posts. » Tu sais, comme, c'est plus profitable des deux côtés parce que c'est une relation donnant-donnant. Fait que je sais que ça répond comme un peu à moitié à la question, parce que tout le monde veut toujours le prix puis les chiffres, mais il n'y a pas un prix puis il n'y a pas un chiffre. C'est vraiment, vraiment de la discussion. Puis si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez soit travailler avec des agences, un peu comme nous, qui va le faire à votre place. C'est sûr que là, il y a un frais, par exemple, de ce service-là. Ou vous pouvez le faire vous-même. Une façon de faire, ça peut être de regarder qui a déjà parlé de vous, qui vous a déjà tagué, qui vous aime déjà. C'est plus bénéfique que d'essayer de convertir un influenceur à vous aimer. Puis le message est plus naturel quand il l'a déjà fait sans être obligé de le faire. Est-ce que ça va? Oui, merci.
Une question sur le chat qui t'a été adressée. Mon expérience de blogueuse, mes débuts, mon approche. Ça, c'est comme une loaded question. C'est gros. Moi, j'ai fait mes 10 ans cette année de blogueuse. Fait que je suis comme une grand-mère des blogs, tu sais. Je me rends compte que le soleil me suit, là. J'ai le soleil. J'espère que vous me voyez bien quand même. C'est très différent de commencer il y a 10 ans que commencer aujourd'hui. Les réalités sont vraiment pas les mêmes. Moi, quand j'ai commencé, c'était pas une job, puis c'était pas une façon de faire de l'argent, puis c'était pas possible d'en faire. Fait que j'ai commencé par passion, puis tranquillement, pas vite, je me suis créé un following, puis c'est devenu, en 2013, mon travail à temps plein, et j'ai fondé l'entreprise après, mais je dirais qu'aujourd'hui, la réalité est différente. Il y a des gens qui commencent ça pour faire de l'argent. C'est une business. Ils veulent vraiment... Il faut que ça roule, puis il faut que ça soit profitable. Fait que ça dépend un peu avec qui vous travaillez. Je dirais qu'aujourd'hui, ça dépend encore une fois de l'industrie, là, mais on ne peut plus le faire de la même façon qu'avant où c'était toujours gratuit, puis c'était toujours des échanges, puis je te donne quelque chose, puis tu es donc bien chanceuse de vivre cette expérience-là que je te fais vivre. Ça ne marche plus vraiment. T'sais, ça prend un échange, je ne veux pas dire nécessairement d'argent, mais en tout cas, ça prend un échange gagnant-gagnant. C'est plus juste, je t'envoie des choses, puis j'espère. Moi, j'ai l'espèce de phrase qui dit si tu m'invites, t'espères. Si tu as un contrat, tu as une garantie. Fait que si vous voulez des garanties, si vous voulez être sûr qu'il se passe quelque chose, bien, comme je disais tantôt, il faut parler, il faut discuter, il faut s'entendre. Mon approche à moi, c'est que oui, je fais encore des choses gratuites. Il y en a encore qui en font gratuitement, mais parce que ça va apporter quelque chose à mes lecteurs ou parce que je sais que c'est comme, je vais prendre l'exemple, l'Hôtel de glace à Québec, c'est une expérience iconique que je voulais vivre parce que mes lecteurs me posaient beaucoup de questions sur l'hôtel de glace. Fait que je suis allée sans être rémunérée. En fait, je ne suis pas allée parce qu'il y a eu la Moses de pandémie. Mais j'y allais sans être rémunérée. Par contre, je n'ai pas à débourser. Ils m'invitaient, j'étais logée, nourrie. J'avais pas à débourser, puis j'en parlais. Fait qu'il n'y avait pas de garantie que j'allais en parler, mais on s'entend que quand on s'est parlé, j'ai dit, ben oui, je veux écrire un article et je veux le partager sur mes réseaux sociaux. Mais techniquement, si j'avais eu une mauvaise expérience, ben j'en aurais pas parlé, puis c'est tout. Si on avait eu un contrat écrit, qu'il y avait eu un échange d'argent, là, j'aurais comme, tu sais, j'aurais dit, je n'en parlerai pas parce que ci, parce que ça. Fait qu'un contrat, ça vous donne une autre façon de travailler, mais ça ne vous donne pas non plus les droits éditoriaux, je dirais. Là. Souvent, on veut un peu contrôler le message, mais il faut se rappeler que les blogueurs, les influenceurs, ce n'est pas nécessairement des panneaux publicitaires, c'est des gens qui vont vous aider. C'est des partners, c'est des collaborateurs, c'est des gens. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes toujours gagnant quand vous laissez quelqu'un vous dire comment il aimerait mettre en valeur votre service ou votre produit ou votre entreprise, parce que ça va être naturel, ça va passer, puis ça n'aura pas l'air d'une pub, même s'il divulgue que c'est un partenariat. Fait que je ne sais pas si jumelle. Ah, une autre question. 2-3 réseaux sociaux à privilégier pour avoir une présence efficace en ligne. Facebook, absolument. De nos jours, tout le monde est sur Facebook, même que ça commence à diminuer, là. Mais il faut absolument être sur Facebook en tant qu'entreprise. Si on est pour être sur les réseaux sociaux, là, après, on n'est pas obligé d'être dessus. Je dirais qu'en ordre de priorité, là, ça serait Facebook, Instagram, mais seulement si ce qu'on fait est visuel, est beau, est photographiable, est photogénique. Et ensuite, c'est toujours bon d'avoir peut-être une présence LinkedIn, du moins pour le côté professionnel. Si vous avez, par exemple, du B2B, là, c'est vraiment important d'être sur LinkedIn. La mode en ce moment, c'est TikTok. En tout cas, je ne sais pas si vous avez des enfants et des ados. Si oui, vous savez de quoi je parle. Là. En tout cas, il me semble qu'en confinement, il n'y a rien que ça, du TikTok. Mais ça, c'est très comme des blagues, des choses drôles, du visuel. Fait qu'à moins d'avoir une compagnie qui fit avec ça, que c'est ça votre message, faire comme des choses drôles ou des choses rapides, visuelles, c'est moins pertinent. Vraiment, la clé en ce moment, c'est Facebook et Instagram, là, où les gens se concentrent. Mais déjà, d'avoir un site web excellent, c'est une première étape. Il y en a beaucoup qui passent un peu ça. Mais je pense que c'est comme un peu tout, tu sais, tout va ensemble. Tout est dans tout.
si on a, tu sais, des réseaux sociaux, mais pas de site web, puis un site web, pas de réseaux sociaux, puis on passe pas le message un peu partout, ben ça finit par comme nuire, là, de pas être partout. Mais je pense vraiment que c'est les deux principaux où on peut être. Est-ce que tu penses que Twitter s'en va un petit peu dans... Ça, c'est comme la question, là. Genre, moi, j'ai beaucoup d'amis geeks, là, qui sont comme des geekeux de Twitter. Puis, quand je dis que Twitter est mort, ils sont comme « Mais non, Twitter est pas mort! » Mais tu sais, Twitter est devenu un peu comme une espèce de dark web, là. Tu sais, un dark social media où est-ce que c'est les vrais de vrais qui étaient dessus, qui sont encore dessus. Beaucoup les journalistes, la politique, beaucoup d'informations. Tu sais, c'était des gens qui étaient très forts là-dessus, qui sont restés. Mais je n'ouvrirais pas un Twitter aujourd'hui, là. Je ne conseille pas à mes clients d'ouvrir Twitter, comme je ne conseille pas Instagram si on n'est pas visuel, si on n'a pas accès à des belles photos. Mais Twitter, c'est une... Moi, je suis encore dessus parce que j'étais dessus au début puis que je suis comme toujours restée, fait que je continue à partager mes affaires dessus. Mais c'est pas quelque chose d'ouvrir aujourd'hui. Il y a une autre question. Merci pour ça, Jennifer. Il y a une autre question d'Audrey. LinkedIn advertising. What do I think about LinkedIn advertising? I think I can kind of answer advertising in a whole. Like, for me, advertising is kind of, I don't know if I can say this in a politically correct way, but like, when you got your shit together, then you go to advertising. Because if you're, putting money in advertising, we all get that like $100 free on Google AdWords and stuff. And LinkedIn is the same. If you're putting money into advertising to get eyes to your website or to your shop, but then your website and your shop aren't, up to par, you're losing those eyes. So you paid to get them there, but you can't keep them there. So I would only recommend advertising to my clients who've got the rest down pat. I think as far as LinkedIn, I would do LinkedIn advertising if your product or your service is for the people who are on there. Professionals, businesses, a lot of like recruitment and jobs and, job searchers. It's changed a little bit in the past year or two, but it's not like this at all the same people who are on YouTube. You're going to go on YouTube if you have videos. You're going to advertise there if you want to, touch teenagers or young people or people that are very visual, whereas LinkedIn is more, articles about best practices or, white papers and things like that. It's more corporate. So that's kind of what I would recommend, paying for advertisement on LinkedIn, only if that fits what you're doing. So I don't know what you're doing, Audrey, but I would definitely recommend any advertising, once you got the rest done. And if it's really for the right target. The problem is people never target advertising properly. And I think we've all gotten ads that are like, why am I getting an ad for Alberta when I'm in Quebec? Like someone forgot to click the province when they did their advertising. So definitely put money in advertising. It's definitely a good way to get new eyes, get new people, and get sales, but make sure it's well targeted. Quelle autre question? Any more questions? Y a-t-il des outils qui permettent de gérer et dupliquer les posts entre tous les comptes sociaux? Dupliquer les posts, j'imagine, juste me confirmer, là, c'est bien. Mettons, on publie sur Instagram, mais ça s'en va automatiquement sur Facebook ou vice-versa. Si c'est ça, je ne recommande pas du tout de faire ça. Je sais que les plateformes permettent de le faire, notamment Facebook et Instagram. C'est vraiment différent d'une plateforme à l'autre. Même si on met le même texte, mon Dieu, je commence à être vraiment dans la lumière. Même si on met le même texte, si on met les mêmes images, on va quand même les faire séparer parce qu'ils n'auront pas le même format. Sur Facebook, on ne mettra pas d'hashtag, on va en mettre sur Instagram. Il y a toutes les fonctions de géolocalisation aussi qui sont différentes, qui ne sont pas pognées dans l'automatisme. Oui, il y a des outils où on peut envoyer, mettons, partout la même affaire, mais je ne recommanderais pas de le faire comme ça. On peut utiliser l'outil pour simplifier, mais pas pour envoyer la même affaire une fois. Donc, quels sont les outils? Moi, j'utilise Buffer. Fait que Buffer, ça permet Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter,
plein d'autres comptes, là, même LinkedIn, des pages, des comptes personnels. Donc, il y a vraiment, c'est un outil qui est payant, là. Il y a une fonction gratuite, mais si on a beaucoup de comptes, il faut payer. Il y a Hootsuite aussi, qui est très utilisé dans le domaine. Il y en a plein, honnêtement, là. Il y en a plein. Ça, c'est comme les deux principaux que moi, je connais bien et que je recommande. Mais il y en a d'autres aussi qui fonctionnent bien. Mais je ne recommande vraiment pas de dupliquer exactement le même post, même si on le reformule. Tu sais, ça m'arrive souvent, moi, de prendre le texte de Facebook puis d'aller le mettre sur Instagram, mais je vais comme un peu changer la mise en forme de mon texte pour l'adapter à Instagram ou vice-versa. Je ne sais pas si ça répond à dupliquer les posts, Audrey. Sinon, n'hésite pas. Any more? Anything else? I've got all night. Je sais pas, Stéphane, j'ai pas regardé l'heure, là. Tu peux Non, me... ben, oui, ben, enfin, je t'ai donné du temps parce que, bon, Greg nous en a laissé un peu aussi. Thanks for the 11 minutes, Greg. Yeah. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, if there is no more question, it will be the end of it. And, well, we will try to make sure that we will share with all the participants right now the presentation of Jennifer and the documents of Greg, because he had some things that we can share with you. And, well, je ne sais pas, est-ce que tu aurais une petite chose à rajouter pour terminer, Jennifer? You can do it. Yeah. All right. Donc, vous pouvez aussi contacter le conseil économique pour de l'aide à n'importe quel moment. Si on n'a pas les réponses, on va les chercher ou on va aller chercher les ressources qu'il faut pour vous aider. Puis, don't worry, you can call the CACS occasionally, even if we are an organization dedicated for French entrepreneurs. We can occasionally help you to different kind of things, especially for research and information. Alors, je crois qu'on peut dire que c'est la fin. Je te remercie beaucoup, Jennifer. Greg, also, I would like to thank you very much for your presentation. It was really interesting for all of us. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Bonne journée à tous. Merci. Merci, thank you. Merci, au revoir. Merci. Bonjour. Au revoir tout le monde. Salut, Paul. Salut.